Moi, c'est des discussions que j'ai beaucoup eues avec des pères africains qui considèrent, eux, que justement, quand un enfant dérape, il faut le frapper. Et ils m'ont dit un jour, j'étais stupéfait, ils m'ont dit, mais monsieur Pupponi, c'est la faute à la France si on peut pas les... Pourquoi c'est... Et ils ont tous le numéro, là, le 119, là. Dès qu'on les touche, ils appellent. Et c'est les gamins qui appelaient. Parce que, alors après, je n'ai parlé au commissaire, il me dit, oui, mais effectivement, un jour, je suis arrivé, bon, on a... Bon. Et effectivement, il y a des parents qui tiennent leurs gosses et qui les tiennent en les frappant. Oui, on peut ne pas les frapper. Non, tout à fait. Aussi, non, mais quand même. Non, mais tout à fait. On met l'église au centre du village. Mais parfois, il y a des pères, parfois, il y a des pères qui m'ont dit, je n'arrive pas à faire autrement. C'est-à-dire que j'arrive pas à le tenir, il faut que je l'enferme. Voilà. Donc, on a aussi des enfants qui sont dans des comportements extrêmement problématiques, qui ont des troubles du comportement très forts, des parents qui sont démunis, et effectivement, certains passent à la violence. Mais effectivement, il faut qu'on les aide, il faut qu'on trouve une solution. Mais vous voulez qu'on les aide comment ? Ça règle rarement l'autorité, si vous l'avez, vous l'avez pas. Quand je dis il faut qu'on les aide, ce que dit le préfet, un enfant qui dérape très tôt, s'il n'est pas pris en charge par des pédopsychiatres, oui, mais s'il n'est pas pris, si cet enfant de 9 ans n'est pas pris en charge dès demain, pour éviter qu'il récidive. Parce que c'est ça aussi le sujet. On le sort de sa famille, on le met à l'aide sociale à l'enfance et on le met en foyer. L'aide sociale à l'enfance dit très clairement, si les parents ne sont pas capables d'éduquer les enfants, on leur enlève l'autorité parentale. Enfin, les lois, elles sont bien faites à ce niveau-là. Mais après, il faut des structures pour les prendre en charge. Et c'est ce qui nous manque. Ah, il en manque cruellement. Ah bah c'est dur. Non mais parce que sur justement ces enfants qui se retrouvent devant le juge des enfants, certains, je les entends, je les vois sur les réseaux sociaux, certains disent qu'il faut que ces jeunes soient jugés comme des adultes ou alors du moins qu'ils aillent en prison. Mais ce serait la pire erreur parce que justement ces enfants de 13-14 ans, ils doivent être suivis par des pédopsychiatres par exemple. Mais en tout cas, ce n'est pas à l'État de se substituer aux parents et de leur donner une éducation. Et donc moi je rejoins. Non mais du coup moi je rejoins. Non mais je rejoins les propos du préfet. C'est deux claques, c'est une éducation qu'il faut leur donner. Il faut les encadrer ces jeunes. Il faut pas qu'ils finissent en prison pour demain que ce soit des criminels en puissance. Bon, Éric Revel. Bon, moi je vais être un peu plus modéré. Oui, je veux dire, je pense que le recours à la violence, il est jamais bon. Parce que le recours à la violence sur un enfant, c'est aussi le recours à la violence sur un adulte. Maintenant, ça traduit quoi, cette sortie du préfet ? Alors peut-être que c'est juste une espèce de métaphore, c'est-à-dire je le prends par l'oreille et je le mets dans sa chambre. C'est peut-être ce qu'il a voulu dire, j'en sais rien. Bon. Mais à une autre époque, vous voyez ce que je veux dire ? Quand mon père m'engueulait, je peux vous dire qu'il n'avait pas besoin de me mettre des claques. Ah non plus. C'est-à-dire que l'autorité... Qu'il hausse le ton de la voix et on filait Voilà, l'autorité était incarnée par le père ou par la mère, ou par les deux. Oui, par la mère, bien sûr. Et le petit coup de martinet sur les cuisses, c'était vraiment en dernier recours. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on devrait s'interroger sur le fait de savoir aussi pourquoi il y a autant de parents, familles monoparentales ou pas, qui n'ont plus le contrôle de leurs enfants et depuis longtemps. Enfin, à 9 ans, à Roubaix, on se fait interpeller parce qu'on est en train de mettre des feux à la poubelle. Mais qu'est-ce qu'on fait à 9 ans dehors ? Je ne sais pas à quelle heure il était. Mais pardonnez-moi, la famille, peut-être que c'est un cas spécial, peut-être qu'il n'a pas de parents, j'en sais rien, mais ses parents savent qu'il y a des émeutes. Mais là, il faut mettre en cause les parents pénalement. On a le droit. Voilà, donc si vous voulez, la question, je crois que ça a été supprimé par François Hollande, mais il y avait, je crois que c'était une loi qui avait été mise en place sous Sarkozy, de lier le paiement des allocations familiales ou de les suspendre temporairement. Mais attendez, mais il faut quand même à un moment donné que si les parents n'ont plus le contrôle de leurs enfants, l'État, si l'autorité encore de l'État, contrôle la cellule familiale. Juste un code pénal qui le prévoit. Alors attendez, terminez, maître. Il y a un article du code pénal qui le prévoit. Que dès lors que les parents se soustraient à leur obligation légale justement de parents, ils engagent leur responsabilité pénale. Et c'est tout à fait normal. Mais cet article, il faut, à mon avis, le creuser davantage et surtout lui donner corps. Parce qu'aujourd'hui, cet article est quasiment jamais appliqué. J'aimerais juste qu'on écoute Alain Bobard, professeur de criminologie, qui était mon invité ce matin, sur le rôle des parents et le fait qu'il faut remettre les parents au centre du dispositif. Il y a des enjeux majeurs aujourd'hui de réhabilitation, de re-responsabilisation et surtout de désinfantilisation des familles et notamment des mères de famille. Il y a un enjeu qui est que l'État considère que ce sont des partenaires, pas des emmerdeurs, que ce sont des partenaires, pas des assistés, que ce sont des partenaires parce que c'est le dernier lien, la dernière capacité qu'on a de récupérer une partie importante, notamment des très jeunes, qui sont encore sensibles à l'action et à la possibilité de leurs parents
Alors, vous confirmez, commissaire Lebars, le dialogue avec les parents, il est possible dans certains cas pour vous, les policiers? On peut récupérer des gamins comme ça ou pas? Moi, je crois toujours au dialogue. Je vous ai souvent dit, dans les quartiers soi-disant les plus difficiles, le commissaire se déplace avec le maire adjoint, on fait une réunion de quartier, les parents et même les jeunes viennent. Il faut toujours quand même rappeler que ce débat-là, on l'a vis-à-vis d'une petite frange de population qui est complètement en marge, qui est dans la criminalité, qui est dans l'errance, qui est dans la déshérence, mais c'est pas l'intégralité des populations des quartiers. Il y a des parents qui ont besoin d'aide aussi. Alors, c'est pas à la police d'apporter cette aide-là, parce que malheureusement, c'est ni notre rôle, ni nos moyens, même si on doit aller dans les écoles, on doit faire de la pédagogie. Mais le sujet des parents qui ont besoin d'aide, il existe, on le voit. On voit aussi le comportement des parents qui viennent chercher les mineurs en garde à vue. On voit très bien le mineur qui est complètement lâché par l'autorité parentale, où personne vient le chercher, il y a même, ça n'intéresse personne. Et puis ceux qui viennent, je peux vous dire qu'une fois qu'ils sortent, il y a la rouste. Donc c'est peut-être pas bien, mais on le voit aussi. Donc tous les parents n'ont pas abandonné. Par contre, le soir, ceux qui brûlent et qui pillent, même s'il n'y a pas que des mineurs, parce qu'il faut le rappeler non plus, c'est pas qu'un fait de mineurs, c'est un tiers, les mineurs. On va pas tout mettre sur le dos des mineurs, surtout que ce serait un peu... Non mais c'est intéressant c'est quand très même. Intéressant, mais ça laisserait entendre que si avec des mineurs, on est encore moins en capacité de faire, parce qu'il y a l'excuse de minorité, il y a 2 tiers de majeurs. Et puis il y a aussi des profils ultra-gauche, j'en profite pour le dire, parce que dans les séquences précédentes de violence urbaine, ça n'existait pas, et là on a des profils ultra-gauche qui viennent en plus en rajouter. Des Black Blocs de ceux sans doute qui se mettent en noir dans des manifs, qui font du Black Bloc le samedi quand il y a une manif, et qui sont venus piller ou casser pendant les violences urbaines, parce qu'ils détestent la France aussi pour d'autres raisons. Donc le problème en fait, c'est que dans le cerveau moyen de ceux qui sont interpellés, c'est la détestation de tout. C'est-à-dire qu'il y a un terrain de jeu qui ne devrait pas en être un, qui fait que c'est espèce de... Le seul point commun que je vois avec les politiques qui ont parlé des jeux vidéo, c'est que finalement dans la rue, c'est la réalité de ce qu'on a derrière un écran, peut-être, c'est possible. On casse, on brûle, on pille, surtout on se met en scène avec les réseaux sociaux, c'est une espèce de compétition malsaine, c'est pas très réfléchi, c'est pas très intelligent, puis une fois qu'ils sont interpellés, le discours c'est pourquoi t'as fait ça, il n'y a pas tellement de réponse. Le dialogue avec les parents, il est indispensable. Moi, je l'ai fait pendant des années. On arrive à les convaincre. Mais parfois, on a effectivement des cas où moi, j'avais une mère de famille que j'essayais de convaincre que son fils était en train de déraper et où la mère, devant moi, se faisait insulter par le fils. Ouais. Elle était... La pauvre, elle se faisait traiter de tous les noms. Pour le coup, j'ai envie de le prendre et de lui mettre une gifle. Il traitait sa mère de tous les noms. Et pourquoi tu parles? Et qu'est-ce que tu racontes? Mais c'était horrible. Et cette mère-là, elle était perdue, voilà. Donc, mais par contre, le dialogue, alors souvent on avait du mal à leur faire prendre conscience que le gamin était dans une phase de délinquance. C'est souvent les maires. Mais on y arrivait, quoi. Et ça, pour le coup, c'est le rôle du maire de la ville. On le faisait en accord avec le procureur, avec le commissaire. Il faut bien qu'il y ait une autorité qui aille prôner ce dialogue. Il y a aussi la question de la suppression de l'excuse de minorité pour les émeutiers. Ça, c'est une proposition qui a été mise sur la table par la droite. 69% des Français sont d'ailleurs favorables à cette suppression, selon un sondage CSA pour CNews. Est-ce que ça changerait quelque chose ou pas, Maître Bovis? Ce qui est sûr, c'est-à-dire qu'on ne juge pas les mineurs comme les majeurs, évidemment, et si on supprime cette excuse de minorité pour les émeutiers, ils seraient condamnés plus lourdement. Parce qu'on a tendance à considérer, si vous voulez, qu'à un certain âge, on n'est pas suffisamment conscient de la portée de ces actes. Maintenant, pour autant, les Français comprennent difficilement, par exemple, comment, pour le meurtrier de la petite Shaina, a pu bénéficier de l'excuse de minorité lorsqu'il a prémédité, justement, son meurtre. Je vous rappelle, la petite Shaina qui était enceinte, qui a été tuée de 17 coups de couteau, puis ensuite brûlée vive. Puisqu'elle n'était pas encore morte lorsqu'elle a eu ses coups de couteau, il l'a ensuite brûlée vive. Donc il y a eu toute une mise en scène macabre, il a bénéficié de l'excuse de minorité. Cette grand-mère dans le sud de la France, je crois que c'était à Nice, qui a été lourdement agressée, à Cannes, qui a été lourdement agressée par 2 jeunes également pour lui dérober son sac. Ces jeunes-là ont bénéficié de l'excuse de minorité. En fait, ils ont eu du sursis. Alors, il y a eu un... C'est que c'est de fait, en fait. Quand on est mineur, il y a l'excuse de minorité. Elle peut être levée, mais c'est rarissime. Et en matière criminelle, c'est vrai. Et c'est ce qui a absolument horrifié la famille de Shaina. C'est pas tant la condamnation, il a été condamné à 18 ans de prison, mais au fait que l'excuse de minorité n'a pas été levée alors qu'il avait 17 ans et quelques mois au moment des faits. Mais il faut revenir à l'esprit de la loi. En fait, quand on pose la question à des professionnels sur pourquoi cette excuse de minorité existe, c'est parce que, en tout cas, le législateur est parti de l'idée qu'un mineur ne raisonne pas comme un adulte. Le cerveau humain continue de se développer jusqu'à 25, voire 30 ans. Et donc, on présume qu'un mineur ne mesure pas comme un adulte les conséquences de son acte et qu'il n'a pas la même capacité d'appréciation
de la gravité de la transgression. C'est ça, en tout cas, l'esprit de la loi. Alors après, on peut le contester, mais en l'espèce, c'est pour ça qu'il y a une excuse de minorité. C'est du coup très contestable, puisque vous voyez, à 20 ans, 22 ans, du coup, on n'est pas suffisamment conscient mondialement qu'un individu de 30 ans ou 32 ans. À 18 ans un jour, oui, à 18 ans moins un mais jour. Donc, du coup, pour l'excuse de minorité, je pense que ça devrait être l'inverse qui doit être mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse de minorité. Pour certains cas, alors, au cas par cas, évidemment, puisque c'est l'individualisation des peines, il y a une excuse de minorité. Mais je pense qu'on a pris le problème à l'envers. Bien sûr. Commissaire Lebars, sur ces histoires d'excuses de minorité, ça changerait votre travail ou pas ? Moi, je crois que l'axe de travail, il n'est pas là. On a aussi souvent débattu sur votre plateau de sécurité. On va reprendre à l'échelle d'une ville qui est la poche de délinquance. À Saint-Denis, c'est une ville où j'ai travaillé, mais il y en a d'autres. J'avais fait un palmarès des délinquants les plus réitérants, qui sont ceux qui pourrissent la vie du quotidien. Et on se rend compte qu'on a une incapacité à traiter le problème. Je dis je suis assez poli parce que y a des... Et c'est quoi, c'est 1% Mais vous enlevez 50-60% des réitérants d'une circonscription et vous réglez 50% des problèmes. C'est-à-dire que pour moins de 1% de la population, vous réglez 50% des problèmes. Certes, on a des interpellés qui n'ont pas d'antécédents judiciaires ou de casier. Encore, il faut voir la nuance. Mais de toute façon, ils viennent pas tout seuls. Ils sont incités, ils sont poussés. Quand il y en a un de 9 ans, c'est qu'il y a un grand derrière. Donc, de toute façon, derrière, il y a toujours cette poche de délinquance et cette incapacité pour nos pouvoirs publics, parce que les citoyens ne comprennent pas, de revoir toujours les mêmes dans la rue, et y compris pour les policiers d'ailleurs, parce que ce qui est affreux, c'est que c'est pas un magistrat qui se fait interpeller. Comment ça se fait que vous l'avez pas mis en prison ? C'est le policier à qui un riverain vient dire « Mais monsieur, vous êtes inefficace, ce type-là, il m'a déjà volé 3 fois sur mon stand, je vous passe le nombre d'histoires. » En fait, on est toujours face à un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. On sait le définir, on sait le montrer du doigt quand on est à peu près objectif, et finalement, on ne sait pas l'écarter ou l'isoler. Donc, on manque, encore une fois, d'infrastructures et de moyens pour arrêter le procès sur la justice en disant qu'elle est laxiste, parce qu'elle le sera si on constate qu'elle a les moyens et qu'elle le fait pas. Le problème, c'est que le tube est trop petit. Des magistrats en comparution immédiate le matin, il n'y a pas les places de prison, les juges d'instruction et les JLD pour faire le travail. Terminé, mais c'est fini. Quand vous ramassez 700 gardes à vue, le matin, c'est une horreur totale. À 10h du matin, il faut déjà trier. C'est une garde aiguillage pour mettre dehors, pour laisser de la place pour les faits les plus graves. C'est ça la réalité. Pour vous donner un chiffre, la moyenne au sein de l'Union européenne, c'est 40 à 42 magistrats pour 100 000 habitants. La France, c'est 11 magistrats. C'est 4 fois moins. Une fois qu'on a dit ça, si vous voulez, on a tout dit, puisque les magistrats ne peuvent pas absorber la quantité de dossiers qui leur est envoyée. Donc on a des affaires pénales qui durent plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a aussi la question des réseaux sociaux, c'est ce que je disais en début d'émission, parce que TikTok, Snapchat, YouTube, ce sont des robinets en fait, qui lavent le cerveau des enfants de plus en plus jeunes, qui assistent à des scènes de violence terribles, des ricanements, on se moque, on filme. Ça change la face du maintien de l'ordre, le fait que les réseaux sociaux soient ultra puissants aujourd'hui, commissaire Lebars. Alors il y a 2 impacts déjà vus et qui nous font comprendre ce qui s'est passé là sur les derniers jours. Il y a 2 impacts vraiment principaux. En un, ça les organise, c'est-à-dire qu'ils se donnent des rendez-vous, ils se regroupent facilement, ils communiquent. C'est un peu comme si maintenant les voyous avaient un système radio comme les policiers. C'est-à-dire qu'ils communiquent, ils sont reliés. Ils se donnent rendez-vous. Le point de rendez-vous n'est pas bon. Il y a 2 compagnies de CRS. On annule, on s'éparpille, on se redonne rendez-vous. Ils ont un moyen de communication. D'accord. Ça, c'est le premier impact. C'est une évidence. Et je dirais, ça rétrécit le temps et l'espace aussi. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi qu'il y a de la contagion, sans doute, peut-être jusqu'à la Suisse ou à la Belgique. Mais pourquoi il y a des gens qui sont plus loin que leur lieu de commission habituel ? Parce que ce point de rendez-vous, ça rassure, on sait qu'on va pas être seul. Et ça leur donne aussi, peut-être, c'est très grave, le sentiment qu'ils pourraient être en supériorité et obtenir gain de cause. Et ça, faudra l'analyser, c'est très dangereux. Et le deuxième impact, c'est sans doute le pire, c'est qu'on se met en scène, c'est la compétition à celui qui en fera le plus. Donc, si vous en avez un qui a brûlé une école, ça va être ensuite la piscine olympique. Et c'est une sorte de compétition où celui qui fait le plus de followers, c'est toujours le même système, ou le plus de vues, etc. Eh bien, ça donne envie de recommencer, d'être celui qui aura gagné la soirée. Il y a ceux qui se filment en train d'agresser, qui est une personne âgée, qui est un homme frappé à terre. C'est absolument abject. C'est abject. Et ça, on ne peut pas le réguler. Le ministre a eu raison de le dire. Oui, les plateformes doivent être responsabilisées pour supprimer du contenu. C'est leur travail. La mise en ligne de contenu de haine est une infraction pénale. Il faut taper sur ces plateformes. Alors après, il ne faut pas être naïf. C'est souvent des sociétés qui sont très loin américaines. Très loin, oui. Mais je veux dire, pour d'autres raisons, ce week-end, Twitter, ils ont réduit le nombre de vues pour les internautes normaux parce que le patron de Twitter a réduit. Vous avez publié là-dessus, j'ai vu. Je vois pas pourquoi on réduirait pas le robinet à ceux qui publient des photos d'incendie ou des agressions de personnes. Carrément, coupons, Éric Revel. Et c'est important. Je suis désolé, c'est faisable. Vous parliez du cerveau ramolli de cette génération. Du temps de cerveau disponible. Voilà.
Le peu qu'on leur qu'ils ont, il est absorbé par les réseaux sociaux. Avec son téléphone ou avec des séries. Mais en fait, j'ai le sentiment aussi qu'il y a une espèce de jeu, vous avez employé le mot, mais c'est vrai. Oui. C'est-à-dire qu'ils deviennent les acteurs de leur propre série, qu'ils mettent en scène, qu'ils scénarisent. Et pour eux, c'est une sorte de jeu. Alors, ils n'ont pas conscience, évidemment, que ça peut aller jusqu'à la mort. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'ils nourrissent un jeu vidéo dans lequel ils sont les héros et les acteurs. C'est ça qui est terrible. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas conscience que ça va pas jusqu'à la mort. Parce qu'ils ont tellement d'amis à eux qui sont morts à cause de vidéos, qui savent très bien que ça peut finir avec la mort. Mais que ça ne les refroidit absolument pas. Scolaire, on se souvient bien de cette petite, de la mort tragique de cette petite du suicide. On se souvient bien de ces élèves qui continuaient d'ailleurs à rire sur la petite Lindsay, à rire du coup de ce drame. Donc ils avaient très bien conscience. Ils n'ont plus aucune empathie pour personne. C'est le rapport à la mort. Et le rapport à la mort est complètement désinhibé. Donc c'est une génération perdue. De toute façon, Laurence Ferrari, quand vous avez une équipée sauvage qui va jusqu'à défoncer la maison d'un maire et sa famille, ou des gens qui s'en prennent directement à des policiers pour aller les attraper et les tuer pour ce qu'ils sont, je crois que le sentiment d'impunité, on imagine où il est, et le rapport à la mort, pareil, puisque le policier il est en mesure de riposter. Donc ce rapport à la mort, il n'est pas le même. Il ne faut pas qu'on raisonne avec des valeurs qui sont celles de gens éduqués. Ils veulent se poser en martyr, c'est ça? Non, même pas. Je vous assure, ça ne va pas plus loin. Tuer, c'est pas grave. Voilà, c'est juste que tuer, ça fait partie de la vie. Parce que c'est vrai que pour le coup, dans le virtuel, finalement, tout le monde meurt, c'est pas choquant, et puis ils voient tellement, je veux dire, même entre eux, quand ils font des rodéos, et que ça vient pas tuer un jeune, ce qui est déjà bien. Déjà, ils se tuent entre eux, ils se retournent, ils se mettent dans des états. Et le rapport à la violence, à la brutalité, il n'est pas du tout le même sur ceux qui commettent ça. C'est vraiment pas du tout le même angle de vue, et c'est là où je pense qu'on a une fracture de la société. C'est que ce qui est inquiétant, c'est même pas qu'ils vont enfreindre la loi. Ils savent pas ce que c'est que la loi. Alors, imaginez bien un discours politique, ils savent même pas où c'est prononcé, puisqu'ils ne suivent aucun média classique. Donc, à partir du moment où l'image, c'est celle qui est sur les plateformes et les réseaux sociaux, et que c'est les leurs, eh bien, c'est fini. Ils sont dans la sphère fermée. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Est-ce que cette baisse relative, attention, relative, de l'intensité des émeutes, c'est pas ce retour au réel tout d'un coup? On réalise qu'il n'y a plus de bus, qu'il n'y a plus de voitures, qu'il n'y a plus de distributeurs, on l'a brûlé, il n'y a plus de commerce. C'est le retour au réel? C'est les familles aussi peut-être qui leur disent attention, là, vous avez tout détruit dans nos vies? Moi, je pense qu'il y aura un jour d'après, parce qu'on vient de vivre une séquence d'émeutes qui n'est pas terminée, vous l'avez dit, parce qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête. On peut que le constater quand on a suffisamment de recul et on est encore dedans. Il y aura un jour d'après parce qu'il y a eu une intensité dans la violence et des faits d'une gravité tellement exceptionnelle qu'il y aura des rancœurs par rapport à ceux qui ont commis ce type d'infraction. Et je rappelle encore une fois qu'à 6 jours d'émeutes, sous réserve que le bilan soit consolidé, on a une police républicaine qui ne tire pas dans la foule. C'est bien de le rappeler aussi, parce qu'il y a d'autres pays qui ont eu des émeutes où il y a eu 50 morts sur des séquences. Los Angeles, dans les années 90. Il y aura un jour d'après parce que ça vient refaire sortir la difficulté qu'on a de travailler dans certains quartiers. Et c'est pas le problème de la seule relation police-population, que certains voudraient réduire à ça. Il y aura un jour d'après, il y a la ligne droite du 13 juillet, avec toujours une soirée difficile et une soirée qui n'est plus festive, mais qui est une soirée de violence, parce que ça fait des années que ça dure. On n'a pas redécouvert les violences urbaines. Elles duraient, on en a trop parlé sur ce plateau, mais on a l'impression que des gens ont cru que c'était fini depuis 2005. C'est faux. C'est juste des phases montantes et descendantes avec des éléments déclencheurs. Je crois que le jour d'après va être difficile, parce que je vois bien que la cohésion sociale et le discours politique... Alors peut-être que l'agression du maire va contribuer à autre chose, ce sera peut-être un mal pour un bien, mais je crains que le jour d'après soit très difficile et qu'on soit maintenant à nouveau dans une phase encore plus difficile qu'avant, avec toujours pas d'outils. En tout cas, les outils, c'est pas la police. Ouais, la police, elle est là pour arrêter le pire. Si on arrête le pire, le jour d'après, il va être très long s'il n'y a pas un... Je ne sais pas si ça doit s'appeler un plan banlieue ou une politique de banlieue, mais pour le coup, il manque quelque chose. Alors, je pense qu'il ne faut pas le limiter à la banlieue, parce qu'on a vu qu'il y a des zones rurales et des villes moyennes qui ont explosé. Montargis. C'est un Montargis. Mais c'est un plan... Allez, moi, je vais dire un gros mot, là. Il y a un terme qu'on n'emploie plus depuis 10 ans, c'est prévention. Si on ne remet pas en place des politiques de prévention, d'éducation sociale, culturelle, partout, pas que dans les banlieues, mais aussi dans les banlieues, on ne peut pas y arriver. Enfin, on n'en parle plus. Voilà, la politique de la ville, la prévention, ça n'existe plus. Or, un gamin de 9 ans, s'il n'est pas... qui va être capable, il faut le prendre en charge très tôt pour éviter qu'il bascule à un moment. Et comme on ne le fait plus, il y a toute une génération qui a basculé. Voilà. Or, demain, c'est ça qu'il faut faire. Il faut rétablir l'ordre républicain, calmer les choses, indispensables, et puis après, il faut imaginer comment on récupère cette génération et comment on fait que celle d'après ne bascule pas. Parce qu'on constate qu'à chaque génération, c'est encore pire qu'avant. Comment ils sont les hommes là, sur le terrain? 45 000 policiers encore mobilisés.
Jusqu'à quand on va tenir avec l'immensité de ce dispositif ? C'est pour ça que je suis très intéressé, au titre de mes collègues, à imaginer qu'on va pouvoir aussi faire une décrue de la présence policière. Mais tant que la décrue réelle n'est pas face à nous, on ne peut pas prendre le risque de baisser le nombre de policiers et de gendarmes engagés. Moi, je leur adresse tout mon soutien. Ils ont, contrairement à ce qu'on croit, ils n'ont pas... Évidemment, la peur, c'est sain, mais ils ont de la résilience et ils ont été, pour certains, sidérés de ce qui s'est passé, parce que ça a été du frontal. Et alors, vraiment, on va pas avoir le temps de remultiplier les exemples. Il s'est passé des exactions incroyables et ça laissera aussi des traces. Et la responsable de l'association des femmes de policiers l'a dit. Il y a aussi des familles de policiers qui ont été menacées, etc. Mais ça a pris de l'ampleur. Ça existait déjà avant. Ils tiennent bon. Ils sont dans la résilience. Ils sont présents. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'il y a un effet fatigue logique. Évidemment. Et puis surtout, à leur honneur, je le redis, le bilan humain, il est à l'honneur de la police et de la gendarmerie qui a jugulé le pire, alors qu'en face, le pire, je crois, atteint des sommets. Merci beaucoup, commissaire Lebars, François Pupponi, Noémie Schuss, Maître Bovis et Eric Revel. Dans un instant,